Alors j'ai effectué 2 voyages en Irak, l'un en 1997 et l'autre en 2010. Le premier, c'était au moment de l'embargo qui avait suivi la première guerre du Golfe. Le deuxième, c'est 7 ans après la guerre, la deuxième guerre du Golfe et l'occupation du territoire irakien. Les 2 voyages étaient aussi différents par l'étendue que j'ai pu couvrir, puisque dans le premier voyage, j'ai parcouru, si on peut dire, l'Irak du nord au sud, en étant basé assez souvent à Bagdad, et donc j'ai pu voir pas mal de paysages géographiques, de sites archéologiques sur l'ensemble de l'Irak. Ce qui ne veut pas dire que les conditions de voyage étaient plus faciles lors du premier séjour, puisque à cause de l'embargo aérien, il fallait partir d'Amman en Jordanie et traverser 600 km de désert en voiture particulière. Et pour le reste, le réseau routier était à peu près normal, donc on pouvait voyager du nord au sud dans toutes les régions de l'Irak. Pour le deuxième voyage, c'était une première organisée par une agence de tourisme qui se rendait dans le sud de l'Irak. Actuellement, on peut visiter le Kurdistan, enfin la partie pratiquement autonome du Kurdistan irakien, apparemment sans problème, il y a pas mal d'agences qui le font. On ne peut pas se rendre au centre de l'Irak ailleurs qu'à Bagdad, et si on va à Bagdad, on y va sous protection privée, sous protection armée, de l'aéroport jusqu'à la zone verte, où on reste enfermé et d'où on ne sort qu'avec une escorte payante, privée, de milices privées. Le sud, c'était nouveau, c'était l'idée que cette région était relativement calme et que donc on pourrait peut-être y amener à nouveau des touristes. Et là, on est arrivé par le Koweït, en avion bien sûr, et du Koweït jusqu'à la frontière irakienne en autocar koweïtien, puis du Koweït jusqu'à Nasiriyah, qui est une des capitales de province irakienne, qui est une ville de 500 000 habitants sur l'Euphrate. Et ça fait également 400 km à peu près à faire à nouveau en autocar. J'aborderai l'état du patrimoine irakien, c'est-à-dire essentiellement du patrimoine mésopotamien, puisque le deuxième voyage ne s'est passé que dans le sud, alors que le premier voyage avait pu faire découvrir également le patrimoine assyrien, parthe, gréco-romain et ainsi de suite. Bon, là c'est beaucoup perse, c'est beaucoup moins varié, c'est le patrimoine le plus ancien qui se trouve lui essentiellement au sud de l'Irak. Donc le patrimoine. Vous connaissez forcément la richesse du patrimoine mésopotamien, qui est vraiment la mémoire de l'humanité. Comme on l'avait dit, l'histoire commence à Sumer, etc., etc. Il existe, on a recensé, les archéologues des différentes fouilles de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle ont détecté et ciblé 12 000 sites. Mais là-dedans, sur les 12 000 sites archéologiques, il y en a 1200 qui sont considérés comme très importants, riches, etc. Ils ont été partiellement, quelquefois très peu, fouillés avant déjà la Première Guerre. Au moment de la Première Guerre, il y a eu destruction, puisque les bombardements ont commencé par le sud de l'Irak, destruction d'une partie des sites, et surtout pillage d'une partie des sites. La République irakienne, Saddam Hussein, avait, dès le début de la guerre, fait rapatrier le maximum d'objets précieux qui se trouvaient dans les musées du sud, jusqu'à Bagdad.
N'empêche que, vu la progression des armées, même le musée de Bagdad avait été en partie pillé. Et on avait eu l'occasion en 97 d'y entrer, il était fermé au public, et de voir qu'une bonne partie des œuvres récupérées étaient en caisse, plus ou moins dissimulées, stockées, et on nous avait montré une partie assez sensationnelle de la richesse de ce musée de Bagdad. Il y avait donc déjà eu pillage, mais lorsqu'on se promenait par exemple sur le site d'Our ou d'Ourouk, avec notre guide, qui était un assyriologue, il pouvait nous montrer des tablettes cunéiformes qui se trouvaient encore sur le sol, et auxquelles bien sûr il nous interdisait de toucher, et puis en particulier des clous de fondation, les clous de fondation qu'on trouve entre les briques qui constituent les murs, ce qui reste des murs de ces anciennes ziggourats, de ces anciens temples, de ces anciens palais, de ces anciennes maisons, des rues, etc. Et ces clous étaient assez mouvants parce qu'une partie d'entre eux portaient des inscriptions, voire même des dessins, ou des pictogrammes, ou des inscriptions cunéiformes. Donc j'en avais vu un peu partout, en particulier sur ces deux sites, et j'en avais gardé un souvenir ému. Parce que sinon j'en avais vu que dans les musées au Pergamon, ou bien au Louvre, ou au British Museum. Donc il en restait. Et puis surtout, l'administration de la République irakienne avait commencé à reprotéger ces sites et à reconstruire, avait abordé et continué la construction de certains sites, notamment celui de Babylone. Saddam Hussein avait entrepris la reconstruction, d'après les plans bien sûr, qui restent, et les photos qui ont été prises des différents stades de l'évolution de Babylone par les archéologues au XIXe et au XXe siècle. Et cette reconstruction était presque terminée. En fait, elle a duré de 82 à 2000. Moi, je l'ai vu donc en 1997, c'était assez impressionnant. C'était de la reconstruction, comme on dit, moderne, c'est-à-dire qu'on voyait la différence entre les éléments anciens et les éléments de restauration. N'empêche que l'amphithéâtre, par exemple, était un véritable amphithéâtre, celui où Alexandre est venu mourir. C'était assez impressionnant, et la sono était bonne, le son était bon. Il y avait chaque année un festival de musique dans cette... et ça a duré jusqu'à 2003. Festival de musique de Babylone, donc dans l'amphithéâtre. Donc il y avait pas mal de céramiques qui restaient également, qui décoraient la voie des processions, et puis d'autres sites également sur Babylone. Quand je suis retournée à Babylone, pour commencer par Babylone, Babylone a beaucoup souffert, puisqu'il y avait un site militaire qui s'est placé, qui s'est positionné sur Babylone, comme les Américains se sont positionnés sur le site d'Our, où il y a la plus vieille ziggourate, et ainsi de suite. Et donc, il est évident que le posage au sol des hélicoptères, la marche des bulldozers et des tanks dans des sites d'argile crue et cuite, ça ne peut pas donner d'excellents résultats. Alors après la protestation mondiale des conservateurs et des archéologues, notamment américains, les différentes armées d'occupation ont reculé, ont pris une certaine distance, mais pas énorme, par rapport au site, mais le gros des dégâts était déjà fait. L'arc de Ctésiphon, par exemple, il n'y en reste plus que la moitié. Et Babylone, je n'ai redeviné qu'une partie des sites que j'avais vus en 1997. Et puis, pour parler par exemple, où il y avait Our et Uruk, où il y avait toutes ces... surtout Uruk,
tous ces clous et toutes ces tablettes cunéiformes sur place, je n'en ai retrouvé aucune. J'ai vu aucun clou. Ça fait partie du pillage qui a été dénoncé très tôt, en avril, mai, juin 2003, et qui a été continué après le pillage des soldats et des troupes d'occupation, soit par des individus isolés qui ont essayé de se faire un peu d'argent, soit surtout par des gangs organisés, puisque sur le marché mondial sont apparues des pièces mésopotamiennes à peu près dans toutes les régions du monde. Actuellement, on dénombre 32 000 pièces importantes qui avaient été cotées et photographiées, qui ont disparu des musées, des différents musées ou des différents endroits où on les conservait. Les Américains viennent d'en rendre, en 2008, 628 au gouverneur de l'Irak qu'ils ont mis en place, al-Maliki. Et ce qui est surprenant, c'est que Maliki a mis un an sur la pression des Américains qui demandaient à ce qu'on fasse état de cette restitution pour les retrouver. On les a finalement retrouvés, soi-disant, dans les cuisines du palais du Premier ministre, dans des boîtes sur lesquelles était indiqué outils de cuisine, ce qui est pour le moins surprenant. Le pillage continue et c'est normal qu'il continue puisque les sites ne sont pas protégés. Le ministre de la Culture et de l'Archéologie, entre autres actuel, avait demandé, puisqu'il y a 1200 sites, 1 000 de postes de gardiens pour assurer cette sécurité. On lui en a octroyé 100. Alors, 100 postes pour 1200 sites qui sont évidemment géographiquement éloignés les uns des autres, c'est assez folklorique. Dans la pratique, aucun des gardiens n'a pris place là. Ils sont restés au ministère où ils établissent des dossiers sur ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient plus nombreux. Et les quelques sites qu'on a vus, Ururu, Keridou, qui sont des sites majeurs, Lagash, mésopotamiens, étaient cloisonnés. Ils occupent plusieurs kilomètres carrés chacun, dizaines de kilomètres carrés chacun. Ils étaient cloisonnés par un grillage tout autour, mais ce grillage, même moi j'aurais pu l'enjamber. Et il y avait dans certains des sites qu'on a vus, justement, un gardien, un bédouin à qui on avait attribué un emplacement à une entrée dans le grillage du site et qui était armé d'une Kalachnikov qui était censé protéger cet immense site. Et même pour la mise en valeur, on voit que le patrimoine, c'est vraiment le dernier des soucis du gouvernement provisoire, comme ça avait été le dernier des soucis de l'armée américaine lorsqu'elle est entrée, puisque quand elle est entrée dans Bagdad, qui avait déjà été pas mal détruit, les marines ont sécurisé immédiatement le ministère du pétrole et ont laissé brûler pendant plus d'une journée le bâtiment des archives nationales, si bien qu'il n'y a plus d'archives de l'Irak et de son énorme passé. Et bien, de la même façon, la mise en valeur du patrimoine est nulle, puisqu'il n'y a aucune publication, ni livre, ni plaquette, ni carte postale, ni quoi que ce soit de ces sites, et que lorsque on a réussi à Babylone à faire ouvrir un petit local poussiéreux dans lequel apparemment il y avait des choses en couleur, des cartes, des livres, etc. Mes compagnons de voyage ont acheté, sans s'en rendre compte, les livrets, les guides, les livres historiques, les cartes postales, etc., qui dataient toutes des années 2000, bien avant l'entrée donc des troupes américo-alliées. Et donc, les seules traces culturelles de mise en valeur de ces sites, de signalement de ces sites, c'était en fait ce qui restait
de l'œuvre de la République antérieure.